Dans les choses que j'aime le plus des films qui mettent en vedette des lutteurs, c'est bien des films avec des lutteurs avec de la lutte. C'est bien beau les films d'action, les comédies ou les films de Noël, mais avouez qu'il y a rarement quelque chose de plus satisfaisant que de voir de la lutte mise en scène dans un film légitime. Et l'avantage avec le cinéma, c'est qu'on peut prendre le temps de la mettre en scène comme faut. Raconter une vraie bonne histoire, satisfaisante, avec des vrais protagonistes, en dedans et en dehors de l'arène. Imaginez ce qu'on peut faire quand on a accès à des vrais lutteurs, des vrais acteurs et un vrai budget. On pourrait potentiellement créer un chef-d'œuvre de lutte. Ou rien de tout ça et faire Ready to Rumble. Ready to Rumble va célébrer l'an prochain son 25e anniversaire. Occasion parfaite de voir comment ce qui aurait pu être le plus grand classique culte d'une génération complète de fans de lutte est finalement plus un pétard mouillé digne de la WCW. Un peu d'histoire. En 1999, le propriétaire de la WCW, Turner Broadcasting, devient officiellement la propriété de Time Warner AOL, suivant un merger des compagnies en 1996, une transaction évaluée à plus de 7,5 milliards de dollars. La WCW étant déjà un bateau en train de couler, les nouveaux propriétaires ne sont guère impressionnés par la viabilité potentielle de la compagnie de lutte. Ils vont néanmoins tenter de maximiser sa valeur en produisant une comédie à grand déploiement pour la mettre en scène. Sorte de clocher l'idiot, mais avec de la lutte. Il y a eu Sammartino, Blassie, le géant ferré. La première chose qu'on remarque, c'est le ton. Hein? Le géant ferré. Les géants vont et viennent dans ce grand sport, mais il n'y a qu'un seul king. On va adresser l'éléphant dans la pièce. Ready to Rumble, ça va brasser, a la valeur ajoutée qu'au Québec, on a eu droit à un doublage en joual. Faut-tu que je te débloque le tympan? Ce qui ne va pas sans rappeler Slapshot ou les Lavigueurs déménagent. Hey, tu m'as te péter la gueule, mon tabarnak! Suzanne suce des plots, tu sais. Mais en 2000, c'était plus ben la mode. Les grands moments de cette pratique datant de la fin des années 70 au début des années 90. Mais ne pas-tu séduire des filles en tirant des bombes puantes sur eux autres? Mais qu'importe, c'est toujours agréable de savoir qu'un film a été fait juste pour nous en français. Veux-tu bien laisser le téléphone, tapette? Suivant un petit générique qui tente de mettre la WCW sur un pied d'égalité avec le reste de la grande histoire de la lutte, bel essai. On rencontre nos deux personnages principaux, Shawn et Gordy. C'est là que le film entame sa progressive descente vers les enfers. Pensez-y 2 secondes. Warner possède la WCW et décide de faire un film pour la mettre en valeur. Ils peuvent faire n'importe quoi avec n'importe qui, et ils choisissent que les deux personnages principaux avec qui on devra vivre la catharsis du récit et l'amour de la lutte par personne interposée, Hey, Gordy. Quoi? c'est eux. J'ai l'impression que t'as le doigt dans le derrière, je me trompe. Ben non, il est là. Donc si t'es un fan de lutte, tu dois t'identifier à ça. Tu es le king! Tu es le king! Ah ouais? Je vais régner sur toi. Et si t'es pas un fan de lutte, Pourquoi on est venu dans ce merdier? Parce que Jimmy nous envoyait des billets. c'est exactement ce à quoi tu penses que ça ressemble un fan de lutte. Je veux rien savoir de ces deux niaiseux. Good job, Time Warner. Sean a sa business de vidage de fausses sceptiques et Gordy dans une famille où tout le monde devient policier, dans une petite ville du Wyoming, l'état le moins populeux, perdu au centre des États-Unis et pas réputé pour sa valeur intellectuelle dans la nation. Good job encore, Time Warner. Sean et Gordy ont des billets pour aller voir Monday Nitro, ou comme on dit en bon québécois, Mardi soir et que ça saute! Exactement comme l'émission à RDS. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Mardi soir, et que ça saute. Sur les ondes de RDS, le réseau des sports, Marc Blondin et le sieur Le Tourneur, place à l'action. Ou leur lutteur préféré, le grand Jimmy King, champion incontesté de la WCW et jusque-là invaincu, affronte Diamond Dallas Page en grande finale. Ça y est! Vraiment, c'est comme ça qu'on a traduit le bang de DDP? Ça me rappelle Ric Flair dans l'épisode d'Alerte à Malibu. Bref, King rentre avec sa gang composée de Saturn, Kurt Hennig et Conan. Qui a écrit ça? Ça fait aucun sens. Le promoteur, Titus Sinclair, décide qu'il en a assez de la personne derrière le personnage de Jimmy King et il va d'un petit screwjob pour donner la ceinture à DDP. Je t'avais promis que je prendrais soin de toi. Ouais. D'accord. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir? Le match commence avec une petite promo pour le moins weird. Diamond Dallas Page dans un de mes donjons et me faire baiser les pieds par cette poupée sirupeuse et grasse! Mais voyons. King est en train de nous montrer pourquoi il est un vrai champion. Relax, Tony, c'est un headlock.
DDP reçoit le hockey de Sinclair et le shoot, terme pour dire combat pas arrangé, commence. Voilà le geste qu'on a vu assez couramment. The fuck, Paige? T'es-tu en train d'annoncer que tu vas faire ton finish de lutte dans un shoot? Ça se termine en clusterfuck, comme n'importe quelle crise de booking de la WCW, mais avec encore moins de sens que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire. Ce qui se passe exactement. Bien fait, ça t'apprendra à truster Mr. Perfect, Saturn pis Conan. Sinclair envoie King, Sean et Gordy s'en retournent et pognent un accident. Devant ce signe évident de la vie, ils décident que leur nouvelle mission sera de remettre Jimmy King sur pied pour lui faire reconquérir son trône. Il faut qu'on trouve le King. Ici, on a un des gros problèmes du film. Sean et Gordy, les deux personnages principaux, pensent que la lutte, c'est vrai. La lutte, c'est faux. Non, la lutte, c'est vrai! Est-ce que le scénariste avait la moindre idée de l'univers pour lequel il écrit? Il se rend à Atlanta, où le Shermanator est en train de jouer au pire jeu vidéo de tous les temps. Oui, pire que WWF Attitude. Il va les aider et chercher sur les internets où trouver Jimmy King. Je trouve ce que je veux sur l'Internet. T'as aucune idée à quel point ta réplique va bien vieillir, toi. C'est la deuxième fois que l'acteur Chris Owen joue dans un film avec Bam Bam Bigelow, by the way. Ils vont rendre visite à la femme du King, doublée par la femme qui fait la voix de Bart en français. Que son petit pénis devienne tout mauve puis qu'il se retrouve dans le bol. Sans toutes des putains. Allez donc voir, Louise. Puis aux parents de Jimmy King, où ils commencent à se rendre compte que leur idole n'est pas nécessairement celui qu'il prétend être. D'après sa biographie qu'il a autorisée, Jimmy King a fait beaucoup d'efforts au cégep. Et après cet écrasement d'avion où vous êtes mort, il est allé à l'université. Ils finissent par trouver King caché dans une vieille roulotte. En échange de quelques bières, je respecte ça, ils ont droit à une audience avec lui pour le convaincre d'aller au moins se venger de ses anciens patrons au prochain Nitro. Je veux dire... Mardi soir, Exato! Diamond Dallas Page croisera le fer avec une autre que Disco Inferno. Ah ouais, DDP contre Disco Inferno. Voilà un match que je savais même pas que j'avais envie de pas voir. Sean et Gordy introduisent King backstage. Parce que... Et vont se rincer l'œil avec les Nitro Girls, dont la principale, Sasha, convoitée par Gordy. Est-ce qu'on peut vous être utile? T'es en train de vérifier la poitrine? Ouais, ça a pas super bien vieilli comme on traite les femmes dans Ready to Rumble. Ironiquement, l'interprète de Sasha, Rose McGowan, qui aurait mis le scénario aux poubelles jusqu'à 3 fois avant le tournage, sera l'une des premières lanceuses d'alerte avec Alyssa Milano, qui finira par faire accuser et emprisonner le style vieux porc d'Harvey Weinstein, menant directement au mouvement MeToo, sacrifiant malheureusement du même coup sa carrière, pour l'instant. Elle et Arquette ont d'ailleurs joué ensemble précédemment dans le premier Frisson en 1996. Jimmy King attaque DDP par derrière, le fait compter par un arbitre et gagne un match qui n'a jamais eu lieu. C'est quand même un booking moins bizarre que Thunder quand on y pense. King obtient son match de championnat pour le prochain pay-per-view. L'heure est à la célébration. Sache. Maintenant, je sais pourquoi j'aime les toupettes puis les cheveux noirs encore 25 ans plus tard. T'as une bière? Tiens, niaiseux. Je me demande parfois si on me trouve sexy. Yup. Mon Dieu, Sinclair veut ma mort. Je vais me faire bouffer le cul par des vers, c'est ça que tu veux? Tu vas pas te faire bouffer le cul, t'as rien à craindre. Hey yo, depuis quand c'est une insulte de se faire bouffer le cul? Gordy réussit à obtenir une date avec Sasha, Buenos nachos, señorita. qui donne l'impression qu'elle n'a vraiment aucun standard. Le fleuriste était fermé, alors je suis passé chez le dépanneur. Hey, pour vrai, c'est quand même une meilleure idée qu'amener des fleurs qui servent à rien. Sasha veut se faire des prises de lutte par Gordy, menant à ce qui est probablement la meilleure réplique de tous les temps. Belle framboise! Oh, Seigneur! Cher papa, j'ai rencontré une très jolie fille et je suis plus vierge. Ah ouais, hein? Un fan de lutte vierge. Good job, WCW. Voilà qui devrait redorer votre blason et rallier les fans à votre cause. Il tente de trouver des alliés à King en vue de son gros match. Et non, je parle pas de John Cena ici dans son premier rôle au cinéma. T'as vomi sur moi. Yes, Yves Corbeil qui double encore un lutteur. Qu'est-ce que ça sent, dis-moi? Goldberg est réticent mais ne condamne pas pour autant d'aider Jimmy King. Ils vont ensuite voir Sal Bandini, Sal Bandini, vous voulez lutter? sorte de vétéran vieux routier à la judo Gene LeBell ou Stu Hart des bonnes vieilles années de la lutte, où il fallait être un vrai tough pour survivre dans le business.
Malheureusement pour eux, Sasha est en connivence avec Sinclair pour lui apprendre les moindres faits et gestes du King. Chose que Gordy apprend de la façon la plus stupide possible. Je vais aller lui acheter un Butterfinger. Je suis présentement à l'hôpital en train de perdre mon temps. Allons, dis-moi qui tu aimes. J'aime Titus Sinclair. Pour vrai, fille, tu savais qu'il s'en allait chercher une Butterfinger, puis toi, t'as été téléphoné à ton boss à côté de la machine à distribuer les Butterfinger. Pourquoi je dis autant le mot Butterfinger? Je voudrais un Butterfinger, Sean. Tu viens d'écraser ma Butterfinger, mon beau. Faut avouer que c'est quand même la meilleure sous-intrigue du film à date, les Butterfinger. Même si ça goûte comme si je mangeais du vieux beurre de peanut séché sur une assiette qui a passé au lave-vaisselle. Butterfinger! Pire barre de chocolat. Non, toi, t'as pas de cœur. C'est donc le temps d'aller se ressourcer. Et pour ça, on a droit à la 3e scène de road trip du film. Salut, Génia. C'est un bel écœur. On dirait que la voiture de Jacques Villeneuve m'est passée dessus à 300 km/h. Wow! Une référence à Jacques Villeneuve. Ah ouais, fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. Gordy est rejoint par son père qui veut qu'il lâche la lutte et qui se concentre sur sa carrière de police en y allant d'une autre référence vraiment gratuite. Charlie Manson était de ceux qui poursuivaient un rêve. Et Joe Stalin marque la brèche. Alors tu comprends maintenant. Gordy, amène-toi. Sans toi, j'aurais pas mes partenaires. Partenaire? Il faut que tu te décides, doublage. T'es-tu all-in en québécois ou t'essaies de mettre un doigt dans le péteux du français international? Parce que tu peux pas faire les deux. D'ailleurs, si vous avez remarqué, on n'a pas sacré depuis le début du film. On essaye d'avoir la Butterfinger et l'argent de la Butterfinger. Butterfinger! Je pense que c'est ça qui manque à Ready to Rumble pour devenir culte. Slapshot sacre. C'est une hostie de folle, Chris. New Jack City sacre. C'est ton nom, lâche-moi! Il y en a d'autres qui sont juste bons. Chi-Chi Chong. Hey, n'importe qui, grattez-moi! Et La Vigueur des ménages. Il était dans la toilette. Une bonne place quand je le vois, ça me fait renvoyer, moi. Les films des Trailer Park Boys. Pis toi, fais attention comment tu la fais mettre dans le cul. Puis Polyester. T'auras jamais une scène de moi, espèce de gros tas de cellulite. Et ceux qu'on a oubliés, comme Wally Sparks, Caddyshack, Ready to Rumble, ça sac pas. Autant le film présente la lutte d'une façon tout croche, mais même au doublage, on a laissé tomber, et c'est peut-être ça qui empêche le film d'être culte 25 ans plus tard. Caca, coton. Comme Slapshot l'est, lui, depuis 1977. Puis pas besoin d'aimer le hockey pour aimer Slapshot. Hey, Dunlop, Chris de vieux singe, quand est-ce que tu prends ta retraite, là, pour laisser la place? Tout comme on a essayé de rendre facultatif l'intérêt pour la lutte ici. Le garçon m'a l'air d'une future tapette. Je pas une tapette, puis ça m'arrive de vomir. Et Slapshot réussit où Ready to Rumble échoue parce que Slapshot, en plus des scènes de hockey, c'est aussi un commentaire social sur le sort des petites villes devant les crises économiques et la dépendance envers les grands employeurs pour le futur de la population locale. Ready to Rumble, c'est vraiment juste beaucoup de jokes homophobes et de coups de pied dans les testicules. Je dois y aller. Le paternel dit que le téléphone, c'est pour les tapettes. De retour à LOSC, on essaye de trouver des partenaires au King en tenant une audition. Oh, bon! Un pompier, un hillbilly, puis une chicks en bikini. C'est ça, la lutte. Tout ça sur la version de Biff Naked de la chanson We're Not Gonna Take It, originalement des Twisted Sisters. Chanson qu'elle a produite en collaboration avec la WCW. Jeune, j'ai dû regarder ce clip-là 100 fois. Sean et King partent pour Vegas, avant quoi Sean donne un t-shirt du Hard Rock Café à sa copine. Ironiquement, c'est ce même commerce qui allait prendre la place de WWE New York quelques années plus tard. C'est l'heure de la grande finale, dans la triple cage de la mort. Une bonne idée, mais seulement au cinéma. Regardez Slamboree 2000 si vous ne croyez pas. Ok, regardez pas Slamboree 2000. C'est que c'est de la merde, la WCW. Sinclair avertit Sting que s'il ne s'assure pas de la défaite de Jimmy King, qu'il n'est pas mieux que... T'es pas mieux que mort. Ok. Faut quand même donner ça à Ready to Rumble. On y a fait jouer pas mal tous les lutteurs qui avaient de l'expérience au cinéma ou qui allaient participer à d'autres films, malgré des grands absents comme Nash ou Hogan. DDP, Goldberg, Sting, Bam Bam, même Sid a déjà joué dans un film, mais ça c'est une autre histoire. Sean fait un Undertaker à Elimination Chamber en entrant au ring. Buffer vient chercher son petit $1 million pour dire le titre du film et ça commence. Tu lui as craché au visage! Qui est le lutteur masqué? Oh, un lutteur masqué? Adam Cole, je te gage. Tout ça pendant que Marge est après devenir folle. Tape-y le museau à cette vieille putain dentée!
Vraiment, c'est ça que vous pensez de vos fans WCW? Vous aviez le pouvoir absolu de décider qui regarde votre produit dans votre propre produit, puis ça, c'est le mieux que vous avez pu trouver. Des grands-mères BDSM. On dirait que ça provient de ton propre cul. DDP est sur le point de gagner quand Twist... Ah ouais, il prend la ceinture, Sting! À la WCW, ce serait logique de toute façon. Jimmy, c'est le King, il n'y a pas mieux. C'est la preuve qu'on craint pas d'affirmer qu'on aime un autre homme. Jimmy King remporte et décide de s'allier avec Gordy, pendant que Sting a juste hâte de crisser son camp chez eux. King, vous avez reconquéri le titre des poids lourds. Allez-vous vous attaquer maintenant au combat par équipe? Est-ce que le scénariste a déjà regardé la lutte? Parce que ça fait aucun sens. Voyons, il n'y a pas de sécurité à la WCW. C'est Gordy Bug sous le nom de la loi. La loi, moi, je vous mets dans le trou. Ben voyons. Anyway, on s'en crisse pas mal de ce qui fait du sens, alors que King et Goldberg passent à tabac le propriétaire du dépanneur du début et partent à Hummer Jacuzzi avec les Nitro Girls et Sal Bandini. Fin. Hey, pour vrai, je le sais pas si c'était bon. Je pense que si le film s'était assumé et avait pris la position sur qui est son public cible, on aurait peut-être réussi quelque chose. Mais au lieu de ça, on se retrouve avec un film mou qu'un non-fan de lutte comprendra pas parce qu'il connaît pas la lutte. La lutte est pour les attardés. Mais qu'un fan de lutte comprendra pas non plus parce qu'il connaît la lutte. Les jokes ont pris de l'âge, c'est vrai, mais c'est le genre de niaiserie que je trouve encore drôle une fois de temps en temps. Oliver Platt est un acteur respecté qui jouait beaucoup de personnages à l'époque. David Arquette, lui, était quand même une grosse pointure, alors c'est quand même un big deal. Avec recul, il assume que ça a probablement accéléré le déclin de sa carrière, surtout du fait que pour faire le marketing du film, la WCW a recréé la cage du film à Slamboree 2000, en plus de juger bon de lui donner la ceinture de championnat de la WCW. Arquette a été très mal reçu par les vestiaires de lutte en général après le film, et sa route vers la rédemption a été le sujet du documentaire You Can't Kill David Arquette, surtout connu à cause de son deathmatch avec Nick Gage où il a failli mourir. C'est peut-être l'héritage le plus bizarrement positif du film. Je me demande si on aurait le même discours si on avait donné une ceinture à Mickey Rourke suivant le succès de The Wrestler et son personnage de Randy the Ram. Ça va brasser disponible en DVD et se retrouve parfois à Cinépop dans sa glorieuse version québécoise avec le meilleur avertissement dans le film. T'avais raison de faire ça. Maintenant, comme les personnages de lutteurs du film appartiennent à la WWE du fait du rachat de la WCW en 2001, mais que les droits du film appartiennent au conglomérat Time Warner AOL qui ont acheté Turner, il serait très surprenant qu'on aille plus loin que cette édition DVD avec les vieux boîtiers laids qui date de la sortie du film en 2000 avant l'achat de la WCW. Dis-le à Saturn et Sid Vicious, ces deux pauvres abrutis. Si vous en avez une copie, gardez-la précieusement. Débarrassez! Jimmy King est le meilleur lutteur. Il est le meilleur, meilleur que tous les lutteurs. Il a de la classe. Il est des classes. Il est des classes. Il est des classes. Jimmy, Jimmy King. Belle framboise.